Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe Hays, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Talent Progress. On a observé au cours des dernières années, notamment après les épisodes du Covid, deux phénomènes en France et à l'international. Le premier qui a été décrit comme la grande démission à l'ère du post-Covid et le deuxième qui est la démission silencieuse comme des déclencheurs pour de nombreuses entreprises de réfléchir à comment engager leurs salariés. Et j'ai aujourd'hui la chance et le plaisir d'avoir avec moi sur ce podcast Jean-Christophe Benzo, directeur général de Groupama Épargne Salariale. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Frédéric. Et donc on va échanger ensemble sur l'engagement des collaborateurs, comment on peut cultiver l'engagement au sein de l'entreprise. Jean-Christophe, première question qu'on pose à tous nos invités, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours, ton rôle actuel et ton entreprise ? Bien sûr. Moi, je suis un financier à la base. J'ai commencé comme contrôleur de gestion il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, ça remonte à quelques temps. Et puis, j'ai évolué, je suis devenu responsable financier pour une entreprise d'asset management en France, responsable financier sur la France, responsable financier sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud. Donc, j'avais des équipes à l'international. Et puis, j'ai voulu évoluer et je suis devenu directeur financier chez Groupama Asset Management pendant une quinzaine d'années. Et puis ensuite, je suis devenu directeur général de Groupama Épargne Salariale. D'accord. Groupama Épargne Salariale, quelle est son activité ? Groupama Épargne Salariale, c'est la société du groupe Groupama qui gère tous les sujets de partage de la valeur en entreprise. D'accord. Et donc, on est, nous, une petite cinquantaine de personnes dans un environnement qui est extrêmement dynamique. Mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir gérer cette petite entreprise parce qu'on est une petite entreprise dans un grand groupe. Et donc, on a l'agilité de la petite entreprise et la solidité du grand groupe. Un grand groupe. On en parlera sans doute tout à l'heure. La partage de la valeur en entreprise, c'est sans doute un des leviers de l'engagement des collaborateurs. Oui, c'est un des leviers, c'est pas le seul, mais c'est bien sûr, oui, c'est un gros levier quand même. Alors, avant de parler des leviers et commencer déjà à développer cette idée-là, je pense que l'engagement des collaborateurs, c'est un sujet sur lequel, peut-être à l'inverse de ce que je disais dans l'introduction, c'est pas un phénomène émergent. Je pense que simplement, on a dû y apporter plus d'attention et les phénomènes sociaux, environnementaux, quand les entreprises auxquelles ont été confrontées récemment, ont poussé à mettre davantage d'emphase sur ces sujets de réflexion. Cependant, au travers des dirigeants d'entreprise et des DRH avec lesquels j'échange souvent, je vois que la perception, la définition de l'engagement des collaborateurs est différente. Quelle serait ta définition de l'engagement au sein de l'entreprise ? Alors, je partage déjà avec toi ce sujet. Effectivement, je pense que c'est pas nouveau l'engagement des collaborateurs. Pour moi, l'engagement d'un collaborateur, ça va être un collaborateur engagé, ça va être un collaborateur qui est impliqué dans son travail, qui se donne le meilleur de lui-même pour atteindre ses objectifs, et puis qui est motivé, créatif, qui va aller certainement, et c'est une recommandation que je donne à beaucoup de jeunes salariés, c'est d'aller au-delà de leur fiche de poste, d'aller voir ce qui se passe à côté, d'être curieux, proactif. Donc voilà, c'est ça un collaborateur engagé pour moi. Merci pour ça. Et je partage beaucoup ce que tu dis. D'être proactif, c'est souvent un signe ou une mesure, d'ailleurs, de l'engagement du salarié, d'aller un peu plus loin que son descriptif de poste. Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, on peut être engagé dans son entreprise et en même temps rechercher ailleurs ? C'est souvent une question dans les enquêtes RH qui est mentionnée, de faire une dichotomie entre l'engagement d'un salarié et sa loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Est-ce qu'on peut être, si je reformule, encore une fois, engagé dans l'entreprise dans laquelle on est et en même temps en recherche d'emploi ailleurs ? Si c'est en recherche active, je pense que c'est un peu compliqué. Mais si c'est en recherche passive ou dans une volonté d'évoluer, c'est tout à fait légitime. On peut être tout à fait engagé, mais vouloir progresser dans sa carrière. Et donc, moi, je préfère avoir des gens qui sont dans mes équipes, qui sont des gens qui sont très bien, qui sont engagés, qui sont motivés, même si je sais, et avec un potentiel énorme, qui vont évoluer, qui vont vouloir évoluer, et c'est très bien. Mais je préfère avoir des gens qui sont très bien avec moi pendant quelques années que des gens qui sont moyens pendant encore plus longtemps. Et parce que je trouve que parfois cette notion elle peut être un peu galvaudée, où on se dit l'engagement des salariés ad vitam aeternam.
Et en fait, non, on peut être engagé sur une partie de sa collaboration avec une entreprise sans pour autant s'engager tout au long de son parcours de son entreprise sans durée de temps. Oui, bien sûr. L'engagement peut être limité dans le temps. Il peut être limité, et puis il dépend de facteurs qui ne sont pas uniquement liés à des salariés. On peut être engagé vis-à-vis de l'entreprise parce qu'on suit, son manager est très bon, parce que les conditions font qu'on est bien dans l'entreprise et on veut se donner les choses. Puis les entreprises évoluent comme les êtres humains. Et donc les conditions changent, et donc on peut être tout à fait à un moment engagé vis-à-vis d'une entreprise, et puis évoluer, ne plus l'être après, ou inversement quand il y a des changements. Donc ça, je pense qu'il faut être assez à l'aise avec ça, et on n'est pas génétiquement engagé. Ça se cultive parce que c'est aussi ce que donne l'entreprise pour faire en sorte que ses collaborateurs soient engagés. Et à l'inverse aussi, en préparant ce podcast, j'ai lu pas mal d'articles où il y a des gens qui pensent ou des entreprises qui ont pour dogme que l'engagement est intrinsèque au contrat de travail qui les lie entre l'entreprise et les salariés, et que cet engagement-là est suffisant pour pouvoir collaborer, travailler ensemble et atteindre les objectifs de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Si c'était ça, on aurait 100% de collaborateurs engagés dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Et manifestement, je pense que c'est pas le cas. Donc voilà, il y a des gens qui sont engagés, mais c'est pas lié au contrat de travail. Ça va bien au-delà du contrat de travail. Il y a des éléments constitutifs de l'engagement dans le contrat de travail. Je pense notamment à la rémunération. Bien évidemment, c'est un des éléments pour lesquels les gens vont travailler le matin. Donc c'est important d'avoir ces éléments-là, mais c'est pas que ça. Et donc il y a beaucoup d'éléments et de conditions que met en place l'entreprise, et voilà, qui vont au-delà du simple contrat de travail. Et justement, on parlait tout à l'heure de la fiche de poste. Moi, il n'y a rien qui m'exaspère plus que des gens qui se disent ça, c'est pas dans ma fiche de poste, donc je le fais pas. Et donc ça, c'est pour moi un manque clair d'engagement. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont dire, mais ma fiche de poste, je sais même pas comment elle est définie, mais c'est pas grave, parce que moi, quand il y a besoin d'aider dans l'équipe d'à côté, etc., je vais y aller, je donne de ma personne pour aider mes collègues, etc. Donc ce qui est pour moi un des marqueurs de l'engagement. Pourquoi le sujet de l'engagement il est important en entreprise ? À quoi ça sert d'engager ses salariés ? À quoi ça sert d'engager les salariés du point de vue de l'entreprise ? C'est parce qu'on a des salariés qui sont plus motivés, on arrive à faire plus de choses, et puis c'est une dynamique qui est très positive. Quand on a ou une majorité de collaborateurs qui sont engagés, ça va être une locomotive qui va attirer tous les autres. Donc c'est une valeur d'exemplarité, de motivation, et puis à la fin de rétention aussi, puisque quand on est dans une bonne dynamique, on a envie d'y rester. Et puis l'inverse est vrai aussi, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des collaborateurs qui sont engagés, mais qui s'épuisent parce que tous les autres ne le sont pas. Puis finalement, si on n'a pas de marque de reconnaissance au sein de l'entreprise vis-à-vis de collaborateurs engagés, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'engagerait ? Et puis, on nivelle par le bas. Donc il faut être vigilant aussi, en tant que chef d'entreprise, à mettre des éléments de reconnaissance sur les personnes qui sont engagées. Aussi, la question que je me pose souvent, c'est, et je suis d'accord avec toi, il y a une forte corrélation, à mon sens, entre l'engagement des collaborateurs et leur motivation. Et en même temps, dans mon expérience personnelle, j'ai déjà vu des salariés très engagés dans notre entreprise et pour autant perdre en motivation. Et j'ai aussi vu des gens très motivés dans leur quotidien, dans leur rôle, dans leur descriptif de poste, et pour autant ne pas être forcément très engagés dans l'entreprise. Et les deux coexistent. Donc la corrélation, pour moi, je suis d'accord avec toi, elle est forte, et c'est important de travailler dessus. Et en même temps, les deux réalités séparées coexistent plutôt très bien. Mais ça serait quoi pour toi, je vais te retourner les questions, mais ça serait quoi pour toi un salarié motivé mais pas engagé ? Un salarié motivé mais très engagé, pour moi, il y a une notion d'individuel et de collectif. C'est-à-dire qu'il est très motivé pour atteindre et bien faire son travail. Par contre, il a un engagement dans l'entreprise qui est très relatif, voire médiocre. Et pour moi, la notion d'engagement en entreprise, elle est collective. Elle peut être individuelle et collective, mais elle peut être aussi que individuelle et pas que collective. Donc je pense qu'il y a une question de... Tout ça, ça a des dimensions très, très malléables, j'ai envie de dire. Ouais. Et en tout cas, de mon expérience, j'ai été témoin des deux salariés très motivés dans le cadre de leur rôle, notamment pour les fonctions commerciales. Il y a des gens qui sont très impliqués et très motivés pour réussir et atteindre leur objectif. L'engagement dans l'entreprise au travers de projets collaboratifs, de participation, d'atteindre la mission et les objectifs de l'entreprise, très médiocre. Et l'inverse aussi. J'ai eu des gens qui étaient très engagés dans la culture d'entreprise, qui étaient des gens avec une valeur humaine gigantesque pour l'entreprise, et pour autant la motivation sur leur poste de travail.
alors là encore, c'est un moment peut-être de leur vie professionnelle, n'y étaient pas et étaient médiocres. Donc les deux aussi coexistent et j'ai vraiment été témoin de ces deux comportements. D'accord. Ok. Non, mais alors c'est une question de définition parce que pour moi, l'engagement, il est collectif. Effectivement, on peut être motivé, atteindre des objectifs, comme tu l'as bien dit. Oui. Mais pour moi, c'est pas de l'engagement, c'est juste une notion personnelle de dépassement. Ouais. On a envie d'atteindre. Mais c'est pas lié à l'engagement. L'engagement, pour moi, il est collectif. Il est collectif. Ouais. C'est pas l'engagement individuel sur son poste au regard de mes performances sur une période et de mes objectifs à moi. Non. Exactement. C'est plus une question de comportement, d'attitude. Faire en sorte qu'on veut que l'entreprise réussisse et que collectivement on y arrive. Exactement. Et je pense que d'ailleurs dans les enquêtes RH, qui est un moyen de pouvoir mesurer l'engagement des salariés, est-ce que chez Groupama et Pacte Salarial, vous utilisez des enquêtes RH justement pour mesurer l'engagement des salariés ? Oui, on fait un baromètre. D'ailleurs qui est commun à l'ensemble du groupe Groupama et on mesure justement l'évolution. On était, quand je suis arrivé, sur des niveaux d'engagement on était dans une période qui était un peu difficile, qui dépassait un peu les 60%. On est monté il y a 2 ans vers les 85-86%. Et là, on est arrivé à 92%. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va monter. Mais aujourd'hui, j'ai 92% de salariés qui sont engagés, qui sont prêts à recommander leur entreprise à des gens qu'ils connaissent. Donc voilà, c'est une belle satisfaction aussi pour nous, des travaux qu'on met en œuvre et tout ce qu'on met en œuvre en fait pour faire en sorte que les salariés soient engagés et soient bien dans l'entreprise. On a parlé un peu de sens et de mesure. Est-ce que tu penses que l'engagement des collaborateurs, il est stable dans le temps ? De manière globale ? Non, il n'est pas stable. Parce du coup, qu'est-ce qui l'instabilise ? Qu'est-ce qui peut créer des effets où on est plus engagé ou moins engagé ? Il y a des facteurs qui sont externes à l'entreprise et qui font qu'on est dans des périodes un peu plus dures ou en tension sur l'environnement externe. Ça peut compliquer parce que ça donne des situations difficiles dans l'entreprise. Mais sur ce qui est des leviers qui sont à la main de l'entreprise, l'engagement, comme le titre de ce podcast le dit, l'engagement, ça se cultive. C'est-à-dire que si on arrête de cultiver, à un moment, il n'y a plus rien qui se passe. Et donc, on va avoir des salariés qui, au fur et à mesure, vont se démotiver. Et au tout début du podcast, j'ai commencé à poser des questions sur les leviers. Et on parlait de partage de la valeur parce que c'est votre métier chez Groupama et Pacte Salarial. Quels sont, selon toi, les leviers les plus importants pour cultiver cet engagement salarial ? Pour moi, ça commence par des notions de respect et de proximité. La proximité, c'est une de nos valeurs chez Groupama et Pacte Salarial. Et donc, moi, j'ai du respect pour l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. Et ça, Jean-Christophe, en fait, tu me parles de culture. Là, quand tu me parles de respect, d'échange avec tes collaborateurs, c'est un peu au niveau culture d'entreprise, tu as instauré ça et toi, sans doute, tu portes ces valeurs. Oui, parce que c'est des éléments je disais respect, mais enfin, il y a reconnaissance aussi. Enfin, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués là. Mais effectivement, c'est une culture où on essaye de mixer, et c'est un équipe difficile, on essaye de mixer bienveillance et exigence. Et cet équilibre-là, il est difficile et il ne peut se faire que si les salariés jouent aussi le jeu. C'est-à-dire que on est bienveillant autant que possible, de façon à donner des conditions de travail qui soient les meilleures possibles. Moi, j'ai envie que les gens, ils aient pas la boule au ventre en venant au boulot le matin, qu'ils soient dans des bonnes conditions. Et parce que je pense que s'ils sont bien dans leur travail, ça rejaillit derrière, peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme, ça rejaillit sur la relation avec nos clients, ça donne des bonnes relations. Donc tout ça, c'est très bien. Maintenant, donc c'est des éléments de conditions. Donc c'est cette bienveillance. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Donc c'est pour ça que les salariés ont aussi un rôle à jouer. J'ai eu parfois dans ma carrière affaire à des gens qui voulaient recevoir avant de donner. Et donc ça, on peut vite, si on n'est que dans la bienveillance, ça peut poser un problème parce qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a aussi une exigence. Par contre, voilà, moi je disais bien cette balance entre bienveillance et exigence, c'est-à-dire que derrière, les objectifs ils sont ambitieux, il y a des choses à atteindre, on les atteint collectivement, on est bienveillant sur la façon dont on mène la structure. Moi, comme je le dis, j'ai envie que les gens soient bien dans leur travail. Pour autant, c'est pas pour ça que c'est le monde des bisounours, donc il faut avancer. Ouais. Bienveillance ne signifie pas naïveté. Exactement. Ok. On est aligné là-dessus aussi. Et souvent, d'ailleurs, cette notion de bienveillance, elle est corrélée à peut-être un déclencheur au bien-être.
Et c'est peut-être le substrat d'ailleurs du bien-être, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça d'ailleurs. Est-ce que le bien-être et cultiver du bien-être en entreprise, c'est un levier d'engagement salarial? Oui, alors j'ai pas encore la recette complète du bien-être. Du bien-être en entreprise. Je sais pas s'il y a des trucs tout prêts qu'on peut mettre au micro-ondes. Mais oui, enfin c'est ça. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si les gens se sentent bien, derrière il y a tout qui déroule. Est-ce que justement c'est parce qu'il est difficile de faire en sorte que les gens se sentent bien? Oui, c'est... Et est-ce qu'il y a du coup d'autres leviers dont tu voulais nous parler qui pourraient nous permettre justement de créer des conditions favorables à cet engagement et qui génèrent aussi, par ricochet, du bien-être? Et il y en a beaucoup. Il y a des sujets sur l'autonomie, sur la façon dont on écoute aussi les collaborateurs, qu'ils aient un mot à dire. Il faut donner aussi, dans ce cadre-là, la parole. C'est-à-dire que chez moi, j'ai un deal, c'est que en fait, tout le monde peut avoir des idées et même est encouragé à avoir des idées, à les proposer. Mais ça ne veut pas pour autant dire que toutes les idées seront mises en place. Mais notre engagement au niveau de la direction, c'est de dire, moi, j'ai compris vos idées, celle-ci, je vais l'appliquer, celle-là, ça me paraît trop tôt, et celle-là, non, on ne la fera pas. Et peut-être qu'en faisant ça, on se trompe. Et il faut être clair. Mais le rôle de la direction aussi, c'est de prendre des décisions selon les différents éléments qu'on a à notre disposition. Et peut-être qu'on se trompe. Et peut-être que l'idée qu'on nous a proposée, on l'a refusée et elle était bonne. Mais notre engagement, c'est d'expliquer ça aux collaborateurs pour dire, vas-y, ton idée, on ne l'a pas retenue, mais continue à le faire. Et voilà, donc je pense qu'il faut absolument être à l'écoute en fait, des propositions des collaborateurs, parce que comme ça, ils ont un rôle à jouer dans l'avenir de l'entreprise, et ils se disent qu'ils ont les leviers. Alors évidemment, c'est plus facile à faire pour moi dans une entreprise de 50 personnes que dans un groupe où il y a 50 000 personnes. Mais je pense que chacun de mes collaborateurs a la capacité de faire des propositions, d'être écouté, et donc ensuite d'influer en quelque sorte sur l'avenir de l'entreprise. Je lisais aussi en prenant un peu mes notes, que l'une des choses, selon plusieurs sondages que j'ai lus et qui sont récents, qui datent de 2023, que beaucoup de salariés sont en attente justement du développement de leurs compétences en interne au sein de l'entreprise pour travailler sur leur employabilité, sur les différents projets sur lesquels ils peuvent travailler. Est-ce que tu penses, toi aussi, que le développement des compétences des collaborateurs, c'est un levier pour créer de l'engagement? Et la question que je me pose aussi en toile de fond, c'est de dire, ça crée l'engagement peut-être à court terme, et peut-être que une fois que les collaborateurs ont acquis les compétences dont ils avaient besoin, et bien finalement ils vont rompre l'engagement dans l'entreprise dans laquelle ils ont s'ils n'ont pas l'opportunité de se développer et saisir une opportunité ailleurs pour pouvoir s'épanouir avec leurs nouvelles compétences. Alors pour moi, les compétences, c'est effectivement le terreau de cet engagement. Mais le terreau est fondé d'abord sur les compétences comportementales, à opposer ou à mettre à côté des compétences techniques. Les compétences comportementales, elles évoluent peu ou beaucoup plus difficilement que les compétences techniques. On peut se former sur un nouveau logiciel, sur une nouvelle technique, etc. C'est assez facile, on peut apprendre facilement si on a une tête bien faite. Évoluer sur les compétences comportementales, c'est beaucoup plus dur parce que ça fait évoluer, ça décide de faire évoluer des choses qui sont profondément ancrées en soi. C'est pour ça que la fonction ressources humaines est extrêmement importante dans l'entreprise, certainement une des fonctions les plus importantes, notamment dans le cadre du recrutement. Donc, il faut absolument sélectionner les bonnes personnes. Et donc, moi, je mets un point d'honneur à passer beaucoup de temps sur le recrutement et choisir les bonnes personnes, et pas forcément sur des compétences techniques, mais surtout sur les compétences comportementales. Est-ce que la personne, telle que je la vois aujourd'hui, est engagée, va continuer à évoluer, va apporter dans le sens du collectif de l'engagement? Donc ça, c'est un premier truc. Et après, effectivement, il y a les compétences techniques qu'on peut faire évoluer, et il faut continuer à accompagner nos collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle pour les faire évoluer, grandir, apprendre. C'est certain qu'une personne qui est engagée, mais qui tourne en rond au bout d'un moment sur son poste parce qu'on ne lui donne pas les moyens d'évoluer, à un moment, on va se désengager. Donc, c'est la formation qui est nécessaire au développement des compétences techniques est importante, mais le vrai terreau, c'est les compétences comportementales. D'accord. Bien qu'elles soient difficiles à développer. Elles sont difficiles à développer, donc il faut extrêmement bien sélectionner les personnes qu'on recrute. Aujourd'hui, nous, on recrute des personnes
en épargne salariale qui parfois n'ont jamais fait d'épargne salariale, ni même de retraite, ni même d'épargne. On a pris de personnes qui étaient de secteurs complètement différents et on les a amenées sur nos sujets. Mais parce qu'elles étaient engagées, dynamiques. Enfin, on ne savait pas si elles étaient engagées, mais elles affichaient un dynamisme intéressant, une curiosité, un état d'esprit qui nous faisait penser que ça allait bien fitter avec le potentiel. Qu'il y avait du potentiel. Et Jean-Christophe, on fait vraiment la même chose chez Ace. C'est-à-dire qu'on a été les premiers il y a 20 ans à recruter des gens pour être consultants en recrutement, sans CV, sans parcours, sans diplôme, et de les rencontrer, les évaluer uniquement sur leurs soft skills en créant des assessment centers, des mises en situation. Et effectivement, c'est un bon vecteur aussi d'engagement, parce que quand on recrute des profils qui viennent de parcours divers et qu'on donne la chance à des gens d'occuper des fonctions dans un métier dans lequel ils se disaient « avec mon background, mon expérience, je ne serais jamais venu sur ces fonctions-là », ça crée d'emblée aussi de l'engagement à l'entrée, parce que c'est vu comme une chance. Et c'est vrai que c'est aussi sans doute dans le recrutement une manière d'engager différemment ses salariés dès l'entrée dans l'entreprise. C'est l'expérience aussi que tu en fais au sein des entreprises dans ton parcours professionnel. Oui, c'est exactement ça. Il y a de la reconnaissance. Après, c'est des gens qui ont beaucoup de potentiel. Donc, c'est des gens qui vont être aussi amenés à évoluer, parce qu'on peut pas... Voilà, si on prend un pari tel que celui qu'on évoque, ça veut dire qu'on a des gens qui ont des têtes extrêmement bien faites et qui vont continuer à évoluer parce qu'ils sont en capacité de changer. C'est pas donné à tout le monde aussi, techniquement, de se dire je fais un pas de côté et je vais apprendre un nouveau métier. Il faut un certain état d'esprit là-dessus. Donc on sait que c'est un pari qui est à prendre. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait le penser, et la conversion se fait bien. Mais après, les gens auront évolué, parce qu'une fois qu'ils auront atteint leurs compétences techniques optimales, et ils ont toujours leurs compétences comportementales qui seront là, et donc ils ont une employabilité qui est décuplée. Qui est dupliquée, ouais. Et petite question aussi rapidement sur le télétravail, je me disais, nous on est dans un format, et je crois que beaucoup d'entreprises avec lesquelles on parle, dans lesquelles on a choisi des formats de travail hybrides, en présentiel et en télétravail. On a aussi beaucoup d'entreprises qu'on accompagne avec du staffing, c'est-à-dire du recrutement de freelance, de travailleurs indépendants, de former des équipes qui sont dans des formats juridiques de collaboration très variés. En recrutement permanent, qui est classique et qui reste le classique en France, en CDI, en CDD, mais aussi avec des travailleurs intérimaires, des experts indépendants qui sont dans des formats juridiques très variés, comme la micro-entreprise, ou alors des sociétés unipersonnelles, voire des petites entreprises. Dans la création de tous ces écosystèmes, la question que je me pose avec la variété de formats de travail et de formats organisationnels, est-ce que l'engagement aujourd'hui d'entreprise avec tous ces types de populations qui travaillent dans des formats et des lieux différents est aussi gérable que ça l'était quand on était tous à 100% en présentiel au bureau? Voilà, il y a plusieurs questions en une. Mais il y en a effectivement. Alors, il y a le sujet du type de contrat de travail. La question apporte davantage sur la difficulté de créer de l'engagement relativement à tous ces formats de travail. Alors, oui, mais mon analyse, elle reste la même. C'est que vis-à-vis des contrats de travail, je fais pas trop de différence. C'est-à-dire que j'ai des gens chez moi qui sont effectivement salariés de Groupama épargne salariale, ou des gens qui sont en consultant freelance qui bossent pour nous. Je vois que leur engagement est plutôt lié à leur personnalité qu'à la façon, que juste au contrat qui nous lie. Et donc ça aussi, c'est des éléments de choix dans la façon dont on sélectionne les personnes qui travaillent avec nous, quel que soit leur contrat. Sur le sujet du télétravail, je sais, ça crée un peu plus de distance, donc il faut être vigilant. Nous, on a réfléchi beaucoup au télétravail. Ça apporte une vraie valeur ajoutée pour les personnes notamment celles qui sont un peu loin du bureau et qui ont beaucoup de transport. C'est des vraies facilités. C'est un vrai cadre de vie, facilité améliorée et un équilibre travail, vie professionnelle, vie perso qui est bien meilleur. Néanmoins, effectivement, ça crée de la distance. Et donc, c'est essentiel qu'on puisse se voir au moins 1 ou 2 jours par semaine, tous, et qu'on se croise. Enfin, que toutes les populations se croisent. Peut-être pas forcément le même jour, mais qu'on se croise. C'est pour ça que nous, pour l'instant, on n'a jamais été au-delà de 2 jours de télétravail. Parce que si on commence à 3, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se voient pas. Donc, on est à 2 jours.
Et c'est important ça parce que on l'a vu pendant les périodes de confinement, pendant le Covid. Si il y a une petite embrouille dans une petite une discussion qui va un peu trop haut au bureau, si on est en présentiel, on dit bon écoute tout à l'heure, je tape sur l'épaule en disant tout à l'heure bon j'étais un peu loin, viens on va prendre un café tous les deux et on va se discuter. Quand on est sur Teams, on raccroche, puis on se dit mais il m'a dit ça, il m'a dit ça. Donc on a vu les problèmes que ça pouvait amener pendant le confinement, donc c'est des gestions qui sont différentes et qui peuvent à long terme impacter sur l'engagement. Donc je pense qu'il faut être assez vigilant là-dessus. Maintenant, c'est de nouveaux modes de travail qui sont bien implantés dans toutes les entreprises, donc il faut vivre avec. Il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Et dernière question pour moi, Jean-Christophe, est-ce que votre métier, c'est la partage de valeur, c'est l'épargne salariale ? Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur ces approches de la rémunération des collaborateurs et l'impact que ça peut avoir sur l'engagement des collaborateurs d'entreprise ? Oui, alors la rémunération, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est quand même un élément qui est assez important puisqu'on se lève tous pour aller gagner de l'argent. Et donc, je pense que si on supprimait complètement cette dimension, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'engagement. Donc, il faut une rémunération qui soit juste et qui soit motivante. Donc, ça veut dire ni trop basse, mais ni trop élevée non plus, parce que sinon, ça ne serait pas juste. Et il faut une certaine équité aussi entre les personnes. Et moi, c'est un travail sur lequel je tiens beaucoup à travailler dans mon entreprise, de faire en sorte qu'il y ait une équité entre les personnes en fonction du travail qui est fourni. Mais ça va être de l'engagement plus individuel, une reconnaissance individuelle, ce type de rémunération-là. À côté de ça, il y a les sujets de partage de la valeur dont effectivement on est spécialiste chez Groupama Épargne Salariale, qui vont viser à créer un caractère collectif, c'est-à-dire pour embarquer les personnes dans ces systèmes-là, et notamment, je pense à la participation, à l'intéressement, à l'abondement sur des plans d'épargne salariale, qui permettent de bien embarquer les collaborateurs. Il y a un outil qui est formidable et qui est peu utilisé encore, en France, c'est l'intéressement. Ça l'est de plus en plus, mais pas dans les petites entreprises, et donc il faut encore développer ça. Mais l'intéressement, c'est un outil qui est extrêmement intéressant parce que ça permet de fixer des objectifs collectifs, et si ces objectifs sont atteints, à ce moment-là, il y a des primes qui tombent pour l'ensemble des salariés, et généralement ça se fait dans des conditions fiscales et sociales qui sont extrêmement intéressantes, à la fois pour l'entreprise, parce que dans les petites entreprises, il n'y a pas du tout de cotisation sociale, et pour les salariés, parce que s'ils placent ces primes-là sur des plans d'épargne salariale, il n'y a pas du tout d'impôts et très peu de charges sociales. Et donc on se retrouve dans quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et donc c'est des éléments de motivation, et voilà, quand on communique bien là-dessus, on arrive à embarquer les salariés dans une belle dynamique. Et je pense que c'est sans doute la rémunération le levier le plus tangible. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du développement des compétences, la mise en place d'une structure dans laquelle il y a une culture qui favorise l'engagement. On pourrait parler encore de plein de dimensions qui sont très accessibles aux entreprises, mais en même temps qui sont peut-être plus délicates à manœuvrer. Et la rémunération, c'est sans doute... alors, c'est quelque chose qui coûte et qui doit être articulé en fonction des moyens de l'entreprise. Mais comme tu le dis, je pense que c'est quelque chose de tangible sur lequel l'entreprise peut toujours réfléchir, bien s'entourer, d'avoir des bons conseils pour pouvoir réfléchir dans quelle mesure la dimension financière peut être source d'engagement des salariés. Et aussi, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est que ça rejoint la définition qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire rémunérer pas simplement que sur un plan individuel, mais sur le collectif, et de se dire si collectivement on arrive à remplir notre mission, eh bien collectivement on pourra avoir de la rémunération. Et je trouve que c'est un cercle vertueux et donc générateur d'engagement et de l'engagement collectif dont on parlait tout à l'heure, et pas l'engagement individuel à atteindre ses objectifs et à être engagé dans son métier. Exactement. Dernière question pour toi, Jean-Christophe. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Si on voulait rejoindre Groupama Épargne Salariale après t'avoir écouté, quels sont les talents, les expertises que tu recherches quotidiennement ? Comment on fait pour pouvoir vous rejoindre, et sur quel site, s'il y a un site, pour pouvoir y postuler ? Alors moi, je recrute des gens sympas. D'accord. Voilà. Donc c'est le premier critère. Mais c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. C'est être curieux, dynamique, enjoué, aller regarder, avoir la volonté de
de créer quelque chose ensemble, de se développer, avoir un esprit collectif. Et donc c'est ça qui va jouer pas mal. Et puis voilà, avoir une tête bien faite, bien évidemment, parce que si on n'a pas toutes les compétences techniques, vous avez compris, on peut les apprendre. Compétences comportementales, c'est un peu plus difficile. Donc nous, on va miser surtout sur le recrutement, sur ces compétences comportementales, du moins à mon niveau. Je pense que mes collègues, ils sont spécialisés, je pense, à la finance, à d'autres métiers. Ils vont regarder bien sûr les compétences techniques, mais moi, ce que je vais surtout regarder, c'est les compétences comportementales pour s'assurer qu'on ait des gens qui soient bien en adéquation avec les personnes qu'on a chez nous. Et puis voilà, les sites, il y a un site qui s'appelle Groupama GAN Recrute. Donc vous pouvez aller voir et voir s'il y a des offres d'emploi qui vous plaisent chez nous ou dans l'ensemble du groupe Groupama. D'accord. Jean-Christophe, merci beaucoup pour cet épisode. Merci Frédéric. On arrive à la fin de cette émission Talent in Progress. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.